Après, voilà, pour sublimer, même la qualité, quand on a un coq traditionnel, on le sent. Quand on croque des dents, les dents, on le sent, le saveur, tout sort. C'est pas la même chose que les trucs en carton. Pascal, on peut pas ignorer aussi le pouvoir d'achat. Moi, je pense que vraiment, du fond de mon être, que un cuisinier, c'est un artiste. Je pense que c'est quelqu'un à qui tu confies ta santé, parce que voilà, c'est quelque chose que tu manges, que tu bois, qui va dans ton corps. Il devrait être quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un que tu respectes. C'est pas quelqu'un qui vient au second plan. C'est quelqu'un qui est même de la famille. À un moment donné, moi je pense que c'est les métiers les plus nobles du monde. Et sur ça, je suis intransigeant. Moi je pense que mon choix, s'il était à refaire, je l'ai reféré 1000 fois. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'implore et j'incite à tous les jeunes qui sont passionnés par cette passion-là de comprendre que certes, on a besoin de la technologie, mais il ne faut pas oublier la base de la chose. Il faut goûter déjà, il faut bien avoir le goût, avoir le palais qui arrive à détecter les substances, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et tout ça passe par les reculs. Et surtout, il faut apprendre par soi-même. Je pense que la meilleure école, c'est quand on prend la chose, on l'assimile, on prend le temps de bien digérer, de comprendre les pourquoi du comment. Et là, on peut donner quelque chose de positif. Et je pense qu'aujourd'hui, la cuisine, c'est une des sciences qui peut aujourd'hui montrer qu'on a existé sur cette planète et qu'on a essayé de faire quelque chose de bien. Parce que par la cuisine, on a envie de soigner, on a envie d'apporter le bonheur, on a envie de gâter les gens. Et je pense qu'un bon cuisinier doit être conscient des responsabilités qu'il a. Moi, je pense que voilà, l'harmonie, c'est ça qui met les papilles à la glace. Bonjour, bienvenue à Orumbi Podcast. C'est la deuxième fois qu'on va faire notre émission en français et aujourd'hui on a un invité spécial. Cet invité, c'est un encyclopédie, c'est un dictionnaire, il est mélangé de tout, il est artiste, il est scientifique, il maîtrise la cuisine, il maîtrise la chimie. En tout cas, c'est l'homme à tout faire. Je vous laisse rencontrer Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Moses Mangara, je suis honoré d'être à Orumbi Podcast dans le studio. J'ai été accueilli avec joie et allégresse. L'été, il était. Donc je vous invite, si on vous invite une fois ici, demandez les mêmes thés. Je ne sais pas si c'est du matcha ou c'est quoi, mais c'est. Et est-ce que tu peux te présenter de la façon qui te semble habituée? Bon, je me présente. Dernièrement, je me suis présenté, mais c'était un podcast en Kinyarwanda. Je suis Rwema Pascal. Et je suis de la diaspora rwandaise de Lille. Ça fait à peu près 30 ans que je suis sur la métropole. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai rencontré sur mon parcours? En fait, voilà. J'ai un parcours un peu où j'ai fait des bifurcations. En fait, j'ai fait des études de biochimie. Et après, voilà, je me suis mis. Quand j'ai commencé à travailler, à un moment, je fais des stages dans l'Institut Pasteur. J'étais chez Keolis. Et puis après, j'ai travaillé pour le groupe Matra, pour le métro lillois. Mais j'ai pas trouvé satisfaction. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour le bureau. Et à un moment donné, je me suis rappelé que lors de mes études, quand j'étais étudiant, donc j'ai eu la chance de faire des coups de main, de donner des coups de main à ma famille, à mon oncle qui avait un bar. Et j'étais heureux de servir parce que voilà, j'avais l'habitude, j'avais l'amour de l'autre, je voulais être toujours en contact avec l'humain. Et voilà, l'appel de l'humain était fort. Et puis voilà, je me suis formé sur le tas, j'ai appris la salle en tant que maître d'hôtel. Et puis après, j'ai appris la cuisine en tant qu'académie de cuisine. Je fais des belles tables, je fais des saisons. Et puis, au fil en aiguille, je fais barman, je fais barista, j'ai fait des services traiteurs. Et j'ai un petit peu compris les roulements. Et puis après, voilà, j'ai aussi un peu potassé, j'ai bouquiné. Et j'ai compris un peu les subtilités entre alcool, entre rhum, entre vin.
Et puis voilà, cuisine traditionnelle, terroir. Et puis voilà, aujourd'hui, voilà, je me sens épanoui avec tout ce que j'ai accumulé comme bagage et je peux partager. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être à Ruimbi Podcast. Mais pour aujourd'hui, on ne vous l'a pas encore dit, on ne va pas cuisiner, on ne va pas parler de mes plats. Peut-être prochainement, voilà, on va essayer de faire un petit voyage culinaire. Mais aujourd'hui, on va parler de la cuisine et de la pensée. Parce que voilà, à un moment donné, il ne faut pas que voir la cuisine sous un certain aspect que de casserole et des marmites. Aujourd'hui, on va cuisiner en réfléchissant. Merci. Pascal, comment on décide de faire de la cuisine alors qu'on était chimiste au départ? Mais il n'y a pas de différence. En fait, même quand on va chez, je sais pas, excusez-moi du terme, quand on va même chercher déjà des cartels qui font de la drogue, ils ont un cuisinier. Il paraît que c'est un chimiste. En fait, un cuisinier, c'est un chimiste. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Après, voilà, ce qui est différent, c'est qu'un chimiste, voilà, il est dans des protocoles chimiques, il est dans des recherches quelconques, qui est basé sur la molécule. Tandis qu'un cuisinier, là où ça devient un peu différent, à part le côté molécule, à part le côté rendement, ce qu'il cherche, un cuisinier, c'est quelqu'un qui doit sublimer un élément ou un ingrédient. Et puis, avec ça, il doit créer quelque chose. Ça devient un peu de l'art. Mais un cuisinier, il a besoin de la chimie pour atteindre son résultat. C'est pour ça que je me dis toujours, c'est un chimiste. Parce que quand on regarde dans derrière la batterie, derrière dans la cuisine, on appelle ça un laboratoire. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un laboratoire. C'est parce qu'il fait de la chimie, il fait de la biologie, il fait de la physique. Il fait tout, il cogite, il est philosophe, il est maître penseur. Pascal, encore une fois, tu sais que dans notre culture rwandaise, en fait, on a l'impression que le cuisinier, c'est un domestique. C'est un métier sous-coté. C'est un métier, j'imagine, le père de quelqu'un, attendre que son fils va devenir cuisinier, c'est quand même la honte de la communauté. Et comment, toi, tu décides et tu te dis, bon, ok, je suis le fils d'eux, et je décide d'abandonner ce bureau, et je mets mon tablier, je rentre dans la cuisine. Comment tu prends cette décision? Qu'est-ce qui te motive, toi, Pascal? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'expliquais. En fait, quand j'ai fait ma bifurcation, certes, ça n'a pas plu à beaucoup parce qu'ils disaient, ouais, t'es fort, t'es intelligent. Mais ils n'avaient pas compris. En fait, c'est ça. Voilà. Des fois, on est incompris. Et moi, j'ai mis un doigt d'honneur à tous ceux qui pensent qu'un cuisinier, c'est quelqu'un de trop bas parce que j'ai l'impression que. Et tout ça, normalement, c'est de l'ignorance parce que un vrai, soi-disant, patron qui traite un cuisinier comme un subalterne, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et la plupart des gens comme ça, ils finissent avec le cholestérol, Dieu merci, parce que voilà, ils ne méritent pas la qualité. Moi, je pense que vraiment, du fond de mon être, un cuisinier, c'est un artiste. Et un artiste est toujours mal compris. Heureusement qu'on est ici dans des sociétés modernes où on comprend la place, on comprend la recherche, on comprend l'engouement, le dévouement qui est derrière, la démarche de ça, parce que je pense que c'est quelqu'un à qui tu confies ta santé, parce que voilà, c'est quelque chose que tu manges, que tu bois, qui va dans ton corps. Il devrait être quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui tu respectes, c'est pas quelqu'un qui vient au second plan. C'est quelqu'un qui est même de la famille. À un moment donné, moi je pense que c'est les métiers les plus nobles du monde. Parce qu'on ne se salit pas. Ce qu'on fait, on ne fait que procurer la joie et le bonheur. Et sur ça, je suis intransigeant. Moi, je pense que mon choix, s'il était à refaire, je l'ai reféré 1000 fois. Très bien. Pascal, pour bien démarrer notre émission, si je te dis la cuisine, qu'est-ce qui peut manquer de la cuisine et que la cuisine n'est plus la cuisine? Je pense que la seule chose qui peut manquer dans une cuisine, comme je te l'ai dit, et qui fait à ce que ça ne soit plus la cuisine, c'est l'harmonie. Parce que la cuisine, c'est l'harmonie. Il faut mettre au diapason tous ces éléments que je t'ai dit, l'art, la réflexion, l'amour, la joie, le voyage,
un soleil, je sais pas d'où. C'est pas parce qu'on est à Lille qu'on peut pas manger un plat de Bora Bora. C'est un état d'esprit. C'est ce que j'ai dit, c'est un concept. C'est à toi de te mettre dans le mood. C'est à toi de comprendre que ouais, c'est pas parce que c'est ci, c'est là. Voilà. Tu peux être l'été et puis dire oh, tiens, je me fais une raclette. Voilà, tu es tout de suite en Savoie, tu es sur la montagne. C'est à toi de décider. C'est là où la cuisine peut être un élément, tu vois, qui peut te faire même voyager. Tu peux casser une routine grâce à la cuisine. Moi, je pense que voilà, l'harmonie, c'est ça qui met les papilles en allégresse. Mais qu'est-ce qui peut manquer dans la cuisine en outils, matériel, quelque chose de portable? Bon, par exemple, il manque des oignons, tu peux trouver autre chose à la place. Tout se remplace. En fait, dans la cuisine, quand tu dis sûr. oui, il n'y a rien qui est indispensable. C'est là où la cuisine est quelque chose de très fort. Il y a des gens qui te disent, moi, je ne mange pas ceci. Mais une fois que ça a été sublimé, tiens, ça passe. En fait, c'est ça les challenges de la cuisine. Le sel, c'est pas l'ingrédient principal. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour dire, ouais, dans ma cuisine, s'il n'y a pas de sel, c'est la mort. Non, c'est pas ça. En fait, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Parce que quand le plat il est fait avec amour, quand le plat il est bien maîtrisé, il marche. En tout cas, j'invite tous les spectateurs, téléspectateurs et auditeurs de OMB de mettre un like, car vraiment ça donne des forces. Et c'est très important ce que tu fais parce que, comme on le dit toujours, un peuple qui n'a pas de culture ou de transmission finit par disparaître. Je pense que ton travail mérite un coup de frein. On devrait regarder et suivre ce que tu fais, car c'est très important. C'est instructif, c'est réconfortant et ça peut aider à ouvrir la voie pour les générations à venir. Je parle aussi en tant que, on me dit ancien, mais quelqu'un qui est encore actif et qui essaie de faire des choses le mieux que je peux. Je pense que booster Ruyumbi Podcast, ça peut être un accélérateur de développement pour certains jeunes ou pour la plupart de nos auditeurs, car il y aura toujours des choses que tu nous rapporteras et qui nous aideront toujours à aller vers de l'avant. Et les autres aventures de ma vie m'ont poussé à prendre un peu du recul. J'ai fait pas mal de jobs étudiants et derrière, je me suis vraiment consacré à la cuisine et je me suis rendu compte que même la biologie, la chimie que je faisait partie de cette grande famille et cette passion-là. Et du coup, j'ai continué à cultiver ça, que ce soit en salle, donc dans le service, et puis après, en tant que maître d'hôtel. Et après, j'ai appris à cuisiner, puis j'ai appris comment on peut diriger un restaurant, un établissement, un hôtel. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris pas mal de techniques, et puis voilà, que ce soit méditerranéen, français, tous les terroirs français, le vin, et consorts. Donc vraiment, c'est une grosse panoplie. Puis après, j'ai appris aussi cuisine grecque, cuisine espagnole, et j'en passe. Vraiment, à m'écouter, vous allez croire que je suis en train de raconter des histoires. Mais si vous avez envie de me challenger, je vous invite à me contacter ou à contacter OMB pour trouver ces liens. Mais voilà, aujourd'hui, avec du recul, moi j'aimerais bien parler de ma passion. Mais comme vous voyez ici, je n'ai pas de casseroles avec moi pour cuisiner ou faire mes spécialités. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est essentiel pour comprendre comment quelque chose qu'on peut appeler métier peut être une passion. Et cette passion-là, une fois qu'on arrive à bien comprendre ce qu'on fait, je pense qu'on peut arriver à mettre des mots dessus, à faire de la philosophie dessus et à comprendre le pourquoi du comment. Et tout ça, ça demande vraiment une grosse lecture, beaucoup de méditation, prendre beaucoup de recul sur soi pour arriver à comprendre ces fonctionnements. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là pour essayer de parler de la cuisine, mais pas la cuisine avec des casseroles, des fruits et des légumes ou des ingrédients. On va faire un voyage. Voilà. C'est la cuisine en tant que pensée. Voilà. Comment penser cuisine? Non, aujourd'hui, on va faire un grand voyage. Et d'ailleurs, je préfère vous annoncer que c'est pas cet épisode que vous allez suivre. En fait, on va vraiment démarrer une série. Oui. Et la série en question va commencer ici et maintenant et tout de suite. Oui. On va entrer on va toucher de l'histoire. On va toucher de la science en général, et on va toucher de la passion, on va toucher de l'art, on va toucher de la culture. En fait, on va
toucher le sens général de la vie. Oui, même la croyance, on va aller même dans le spirituel, parce que voilà, il faut croire à quelque chose, il y a quelque chose, d'où vient tout ça? Elle est où la discipline, elle est où la morale, elle est où la société, la philosophie? Donc aujourd'hui, on va interroger beaucoup de facteurs pour pouvoir arriver à, je dirais pas c'est une conclusion parce que ça reste ouvert et... Si tu as la passion à la cuisine, Oui, tout ça commence quelque part. oui. J'aimerais bien que tu commences par nous parler de ta relation avec le feu et de nous parler des origines. Ah, Les origines de ta passion, Oui. les origines du feu. Oui. Au fait, déjà, le feu et ta passion, c'est quoi l'équilibre? et voilà. Donc le feu, au fait, au commencement, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent se dire, ouais, la cuisine a ses débuts à l'invention du feu. Certes, et voilà. Là, je vais dans l'histoire. On va aller à l'homme de caverne au préhistoire, quand on frottait encore des brindilles pour avoir du feu. Je pense que c'est vrai que quand on parle de cuisine, on s'attache souvent aux réactions à chaud. C'est-à-dire voilà, la calorimétrie. On va aller beaucoup vers voilà, les chauffer, tout ce qui est cuisiné avec le feu. Mais on oublie des fois aussi cette partie où il y a aussi les froids qui peuvent cuisiner. On peut cuisiner, par exemple, on peut mariner. On fait des marinades, des salades à froid. On peut aussi cuisiner à l'air libre ou de fermentation. Tout ça, ça reste de la cuisine. Mais c'est vrai pour la plupart des gens. Et puis voilà, dans ma première période, c'est vrai que le feu, c'est très important. Parce que le feu est même pas une transition. Et surtout, quand on va chez un cuisinier, la première chose qu'on vérifie, on vérifie son feu. Est-ce qu'il a des plaques? Est-ce qu'il a du gaz? Est-ce qu'il cuit sur barbecue? Sur quoi? Barbecue. Excusez-moi un peu de la prononciation. Donc, tout ça, c'est très important. Du coup, le feu, moi je pense que le feu, c'est voilà, c'est les centres du foyer, de la cuisine. C'est pareil que dans la vie, philosophiquement, voilà, le feu, on a besoin d'avoir un feu au fond de soi qui nous illumine. Le feu aussi, ça peut être aussi l'éclairage, hein, une lumière qui, quelque part au bout du tunnel, voilà, qui nous appelle à la raison, à venir. Et nous savons bien, tu vois, nous, autour de nos familles, que ce soit africaines, et si on regarde aussi les familles primitives, le feu, c'était un endroit de regroupement. Le feu de camp, hein, le feu de champ, tout ça, en fait, le feu est au centre de la cuisine. Moi, je pense que le feu, c'est pas que de l'énergie. Il faut voir le feu aussi comme un appel à partager. Et c'est pour cela que j'ai dit, au fond de cette passion-là, il y a le feu. Parce que même un coup de feu, c'est un début de service. Parce qu'il faut que ça flambe, il faut que ça parte. Moi, j'avais dit, d'abord, la première chose, quand on cuisine, c'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose. Et en tant que cuisinier, aussi scientifique, comme je l'ai dit toujours, moi j'ai appris déjà à cuisiner avec le feu. Mais j'ai aimé et j'ai compris la cuisine à travers la science. Le feu, c'est un élément crucial pour pouvoir arriver à un certain résultat. Donc, en tant que visionnaire, parce que la cuisine c'est une vision, moi je regarde mon légume, peut-être les morceaux de viande, je dis, une fois braisé, là je parle du feu, le contact direct, ou bien une fois dans une casserole avec le feu qui, par induction ou par je sais pas par quel... on peut arriver à avoir un certain résultat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. J'ai envie de sublimer un verre, un goût, une texture, une coloration quelconque. Le feu va venir, pas qu'en tant que catalyseur, mais en tant qu'élément qui me porte vers ces résultats-là. Pour moi, le feu, je trouve que c'est un élément, un outil très important qui doit être maîtrisé certainement. Parce que trop de feu, ça va cramer. Quand c'est mal dosé, c'est pas ça. Quand c'est trop cuit, c'est pas bon. Donc, en fait, il faut avoir cet équilibre-là. Et puis, voilà, il faut pas non plus oublier cette notion-là, j'ai dit, de penser aussi à d'autres méthodes qui sont autour. Il ne faut pas se focaliser sur le feu. Mais le feu, c'est la base. Et moi, je pense que le feu aussi, ça devrait nous aider comme réflexion. En fait, on devrait créer notre réflexion basée sur le feu. Bien comprendre la flamme, bien la décortiquer, comprendre toute la partie de la flamme, que ce soit le côté bleu, et puis voilà, la comprendre moléculairement. C'est quelque chose de très important, ce qui se passe au niveau de la flamme. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler du feu sans parler de la science et du vivant, et autrement dit, biologie culinaire. Et si je te parlais de la biologie culinaire, qu'est-ce que tu peux nous en parler? Ah, ça, c'est vraiment, c'est la base, en fait. Beaucoup de gens, ils se disent, ouais, je cuisine, je ne suis pas scientifique. Ben non,
c'est de la science. Mais voilà, la biologie, elle est très importante parce qu'au fait, quand nous cuisinons des aliments ou quand nous savons bien, peut-être il y a des antioxydants, par exemple, il y a certains fruits, on est obligé de les manger crus ou des fois trop mûrs. Parce que nous sommes à la recherche des éléments qui sont à l'intérieur. Et la biologie, elle est très importante pour comprendre. Et tout ça, comme on parlait tout à l'heure du fait, il faudra maîtriser la cuisson pour ne pas détériorer ce que l'organisme avait besoin. Et tout ça, ça passe aussi, ce que je disais, par ces connaissances-là. On comprend et on maîtrise la cuisine par la science. La biologie, pour comprendre déjà de quoi on a besoin, la texture, qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, on a besoin aussi de la physique pour comprendre de quel matériau on travaille dessus, comprendre un petit peu la gestion, que ce soit des températures, tout ce qui est calorimétrie, l'humidité. Il y a pas mal et aussi certaines réactions qui nécessitent certains catalyseurs. Ça, c'est la chimie qui doit intervenir dans ces moments-là. Et puis après, il y a aussi la constructivité culinaire. Parce que des fois, il y a des plats qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas comme ça. Comment ? Parce qu'il y a des choses qui ne s'associent pas. Tu ne vas pas prendre, je sais pas, des goyaves, ajouter de l'eau froide, manger des œufs durs, et puis te dire que tu as mangé. Tu vas être ballonné, tu vas exploser. Ça dit qu'à un moment donné, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'association. Si tu ne sais pas faire des associations, ou lors du montage du plat, si c'est froid et que la personne a mal au ventre, ou les poissons, c'est des produits ils ont des dates de conservation petites, et puis il y a aussi des températures à surveiller. Tout ça, ça rentre en jeu. Donc la science, elle sublime la cuisine. Sans la compréhension de la science, sans la maîtrise de ces facteurs-là, on est à côté de la plaque et on peut causer des problèmes. Est-ce que nous, qui ne sommes pas professionnels de la cuisine, est-ce qu'on devrait apprendre, on devrait se former petit à petit, ou on devrait rester sur la cuisine de nos grands-parents? Après, voilà la question que vous me posez, je peux vous la retourner. Est-ce que vous préférez manger sainement ou pas? Parce que normalement, c'est bien déjà de manger sainement, et puis manger avec des choses qui ont du goût. C'est vrai qu'au fait, la cuisine, c'est une éducation. C'est ce que j'ai dit tout le temps à mes amis. En fait, on s'éduque. Quand tu manges, tu éduques ton corps. Tu éduques ton palais. Par exemple, si tu as l'habitude de manger des trucs hydrogénés, carbonés, tout ce qui est des sodas, des barres chocolatées, des choses voilà, qui ne sont pas bons même pour la santé, à un moment donné, tu éduques ton cerveau et ton cerveau, il réclame. Il y a ton cerveau qui te demande, voilà, parce que plus tu as ces produits-là, il y a la dopamine, l'hormone qui fait croire au cerveau qu'on est en joie, tout va bien. Mais par contre, il y a ton corps qui s'est détruit. Je te l'ai dit dernièrement, ce qui m'est arrivé par rapport à mon syndrome néphrotique, c'est l'accumulation des sels, des choses qu'il ne faut pas, tout ce qui est Maggi, etc. Il faut faire attention avec tous ces produits-là, parce qu'ils ont des répercussions à court ou à long terme sur l'individu. Et c'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut guérir que prévenir. Aujourd'hui, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, on connaît qu'il y a ces choses-là. Et aujourd'hui, même pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, la science est un peu vulgarisée, que ce soit sur Internet ou quoi. Je pense qu'on peut prendre quand même 2-3 minutes pour se documenter sur quelque chose. C'est pas sorcier et ça peut changer une vie et ça peut sauver des vies. Et Pascal, si on peut se dire que toi, la personne qui a la passion de la cuisine et la personne qui a vraiment pris ton temps, toute ta jeunesse, tu étais là-dedans et que tu as fini par avaler du n'importe quoi et qui a fini par ruiner ton corps. Et moi, j'aimerais savoir, une personne lambda qui nous suive, et comment cette personne peut contrôler ce qu'il met dans son assiette. Et même avant de répondre, j'aimerais te demander, parce qu'en fait, tu sais, ici en Europe, il y a des produits bio, et il y a aussi d'autres produits que nous ramassions un peu partout. Et aussi, il y a ceux qui sont au bled, et dans les campagnes, là où nous sommes nés, ce sont des gens qui ne vont pas lire des menus, ce sont des gens qui ne vont pas consulter des recettes, et ils vont vraiment, enfin, j'y reviens, ils vont cuisiner cette cuisine de grand-mère, ils vont prendre des ignames, des pommes de terre, des haricots, ainsi de suite, dans la même casserole, et ce sont les gens qui tomberont jamais malades. Alors, toi qui es en Europe et qui a le pied et au bled et ici en Europe, et en même temps qui est victime de la malnutrition, si je peux me permettre, et comment on peut conseiller une personne lambda qui nous suive pour qu'il ne tombe pas dans le panneau qui était tombé dedans?
En fait, c'est ça, c'est là où ça devient très intéressant. En fait, il faut faire attention. Des fois, j'ai cette, ça se répète souvent. Souvent, je parle des Occidentaux, je parle aussi en Europe. On a des fois tendance à croire qu'on sait tout et qu'on maîtrise tout. Il faut se méfier. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent, je sais pas, dans leur village là-bas, à Kinyamakara ou ailleurs, je sais pas. Tu sais, le feu n'a pas été inventé ici déjà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'était pour te rappeler ou bien pour t'informer. Depuis l'Égypte antique, la cuisine, elle existait, la médecine existait. Et si on regarde aujourd'hui ce qui nous arrive, moi j'ai l'impression qu'on a régressé, on n'a pas trop avancé. Certes, il y a des scanners, il y a des choses voilà, qui n'existaient pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses les plus fondamentales qu'aujourd'hui, on a du mal à gérer. Parce qu'on est dans une société de consommation. Et pourtant, souvent, on va sortir un truc, voilà, c'est labellisé, voilà, c'est bio, etc. Écoute, la marque est bio. Jusqu'à la preuve du contraire, moi je préfère aller même jusqu'à la ferme, voir où est-ce que c'était cultivé. Parce que moi j'ai du mal avec tout ce qu'ils disent bio, parce que souvent tu vas te retrouver ces Monsanto qui pulvérisent ces champs-là, c'est des pesticides qui ont fait des ravages un peu partout. Tout le monde connaît les groupes Monsanto, voilà. Je suis pas là pour ça aujourd'hui. Ma petite casquette de militant anti-Monsanto à côté. Tout est permis. Oui, mais voilà, donc il faut... Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, certes, c'est les business. Et dans le business, il n'y a pas de pitié. Il y a des gens, ils sont là pour engranger du fric. Et voilà, ils sont prêts même à vendre leur famille. Donc, à un moment donné, moi, aujourd'hui, ce que j'ai privilégié, c'est les circuits courts. Et aujourd'hui, avec les circuits courts, je suis sûr de ce que j'achète. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des amis qui ont créé un truc, ça s'appelle la Mapopote. C'est quoi? Ils font donc ils ont des petits parcelles où ils cultivent. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'achète, j'ai pris un abonnement. Donc, chaque mois, je vais pour 15 €. Ils te donnent une barquette de légumes et tu choisis. Et aussi, c'est en fonction des saisons. C'est-à-dire que là, je suis sûr sur la traçabilité et sur la personne. Je partage les mêmes valeurs avec cette personne qui cultive ces légumes-là. Et ça, en Afrique, aujourd'hui, on a encore des gens qui cultivent des choses sainement. Des endroits où encore les bulldozers, les tracteurs ne sont pas encore arrivés. Parce que aussi en Afrique, c'est un coût. Tu sais, moi, quand j'étais à mon foyer parental, il y a les légumes et les féculents. Au fait, 80% de la nourriture qu'on consommait à la maison, ça sortait du potager de mes parents. Voilà, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Il fut un temps. Mais aujourd'hui, la plupart des grains... Parce que, attention, il faut faire attention à ces firmes. C'est comme les firmes agroalimentaires, c'est pareil que les firmes pharmaceutiques. Ils se mènent des guerres, des fous. Et ces gens-là, ils sont capables. Pas les pharmaceutiques, ils sont capables de. C'est horrible. Ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, ils sont capables même d'anéantir les anciennes graines qu'on avait pour avoir la même séquence génétique. C'est vrai que des fois, ils vont proposer, ils vont dire, ouais. Telle graine, elle pousse plus rapidement. Et puis voilà, pour l'agriculteur local, il va te dire, écoute, au lieu de passer 6 mois à attendre, écoute, prenons la voie rapide, 2 semaines, et puis voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos campagnes en Afrique. On essaie d'introduire des OGM, organismes génétiquement modifiés, et sans se rendre compte. Oui, la terre elle est encore authentique, mais avec le temps, avec les traitements des pesticides des chocs, on finit par avoir ce que nous avons ici, avec les poules aux hormones que nous mangeons tous les jours. Et puis après, voilà, on peut essayer quand même toujours de faire des belles choses. C'est ce que j'ai dit, toujours il faut essayer. Il faut essayer même peut-être d'avoir aussi de la permaculture, formaculture chez soi. Donc voilà, essayer de cultiver sur tout ce qui est mire végétale à la maison, avoir des produits frais. Et voilà, essayer de... Voilà. C'est la lutte. Moi je dis c'est une guerre. Aujourd'hui, manger sainement, c'est un luxe. C'est pas donné à tout le monde. Et pour comprendre la traçabilité des produits, ça devient un truc de ouf. C'est difficile, c'est difficile. C'est pour ça que je me dis, il faut faire attention quand on dit, ouais, ici on mange bien, on a les technologies. Non. Quelqu'un peut être à 1000 km dans un gros village, je sais pas, en Asie ou en Afrique, et souvent c'est eux qui mangent sainement, ils mangent bien. Et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont comme nutriments. Normalement, une bonne nourriture, c'est quoi? Un vrai bouillon. Il ne faut pas mettre plein d'huile, plein de gras, plein de quoi. Déjà, les graisses naturelles, elles-mêmes, elles suffisent. Il ne faut pas aller chercher loin. Après, voilà, pour sublimer, même la qualité, quand on a un coq traditionnel, on le sent
Quand on croque des dents, les dents, on le sent, les saveurs, tout sort. C'est pas la même chose que les trucs en carton. Pascal, on peut pas ignorer aussi le pouvoir d'achat. On peut pas ignorer le pouvoir d'achat en Occident. Et pour trouver ces produits bio, entre guillemets, même si on trouve vraiment des bio, ça va coûter énorme. Et en même temps, pour aller trouver, même les courts-circuits, c'est aussi hyper cher. Oui. Et avec le revenu d'un Français lambda, et comment on peut vivre sainement? C'est vrai que c'est pas évident dans ce monde avec ce que je disais, c'est la mondialisation, avec les pouvoirs d'achat qui n'augmentent pas et et les salaires n'augmentent pas. Il y a il y a la flambée des prix. Aujourd'hui, après, c'est ce que je disais, il faut réapprendre son organisme à vivre avec ses moyens. C'est là où j'ai dit que c'est comme un exercice. Dernièrement, moi, on m'a supprimé les sels. Au début, c'était compliqué, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de manger les sels. C'est-à-dire qu'on peut... Automatiquement, c'est... Oui, là, les sels, j'aime plus les sels. Quand je vois les sels, on dirait que je vois un poison. Mais c'est à force de s'exercer que ça vient. Il y a des choses qui, on les prend parce qu'on a habitué les cerveaux à répondre positivement. Aujourd'hui, il faut déconstruire. Il y a des légumes aussi qu'on a au marché, des rutabagas qui ne coûtent pas trop cher. Mais tu vas voir la personne qui va s'acharner à toujours manger la chair, la carne, la viande. Non, il y a d'autres choses. Il y a des protéines végétales, il y a des protéines animales, il y a des sauterelles, les Rwandais qu'ils appellent les sénénés. Il faut manger ça aussi. Pourquoi toujours la viande? Pourquoi toujours? Aussi, c'est ce que je dis que c'est les habitudes que nous avons prises depuis tout petit en mangeant, ça nous suit. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'arrivent pas à dormir s'ils n'ont pas des chocolats. Parce qu'il y a tous ces chocolats, ils sont bourrés des trucs hyper... Et puis nous avons des enfants hyper actifs à cause des bonbons, des additifs qu'il y a dedans. Tu as un gamin qui ne dort pas la nuit, ou bien des papas qui boivent du café du matin au soir, à un moment la nuit, ils ne dorment pas. Des ruptures d'anévrisme, des AVC, tout ça, on connaît où est-ce que ça vient. Il ne faut pas se tromper et dire « Ouais, écoute, j'ai pas de bol, je suis stressé ». Ben non, c'est pas vrai. La consommation des produits que nous prenons tous les jours, c'est pas en adéquation avec notre santé. Bien, Pascal, à part d'être scientifique, de nous parler au fait de la biologie culinaire, je sais que tu as aussi un autre côté artiste. Aïe, aïe, aïe. As. Comment on peut parler de la cuisine et de l'art? Et d'ailleurs, je t'aide pour commencer. Je me rappelle que la dernière fois quand on parlait, tu m'as parlé du plan comme tableau. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, beaucoup des cuisiniers, ils s'inspirent des fois des tableaux pour faire des plats. Parce que souvent, je ne sais pas si quand vous avez surtout l'habitude de... Je ne sais pas quel art vous aimez, chacun a ses arts. Par exemple, moi j'aime bien les peintures flamandes, donc tout ce qui est Vermeer, j'adore. J'aime bien Van Gogh. Les dadaïstes? Oui, tu vois, c'est des palettes de couleurs que j'aime bien, que je trouve chaleureuses. Et surtout quand tu vas dans ces mondes-là, ce que j'aime bien chez les Hollandais, c'est qu'ils aiment trop peindre. Ben là, on est vraiment dans l'impressionnisme. Ils aiment bien peindre des scènes des vies. Et dans ces tableaux-là, nous comprenons bien que les gens de cette époque-là, où, je sais pas, ils aimaient bien manger autour d'un festin, qu'est-ce qu'il y avait, on essaie un peu de comprendre un peu la scène, qu'est-ce qui se passait tout autour de la table. Et moi, je trouve que cette palette chromatique peut nous aider à porter quelque chose sur l'assiette. C'est pas que l'art visuel, tout ce qui est tableau, il y a aussi les graphismes. Hein, il y a des produits, comme par exemple, je donne l'exemple, quand on regarde tout ce qui est fibre, comment j'appelle, tout ce qui est endive, tout ce qui est... comment est-ce qu'ils appellent? Non, voilà. Quand on regarde par exemple l'asperge, quand on la voit, tu vois, les tiges, les fines lignes, quand on la pose quelque part sur une purée de pommes de terre, on voit quelque chose qui se passe. On a des lignes, il y a de la dénivellation. Tout ça, c'est très important dans la présentation parce qu'on ne mange pas seulement avec la langue, les goûts. Il y a aussi les yeux. Les yeux, ils ont envie de voir quelque chose de beau. Et voilà, moi je pense que l'art, elle rentre
à 80% dans le résultat. Parce que la personne, certes, voilà, il est dans un bon restaurant, dans un bon lieu, on a préparé un bon plat, mais si le plat n'est pas bien présenté, s'il y a tout ce qui dégouline à gauche, à droite, et ça déborde, la personne, ça ne va pas mettre un appétit. Et ce qui met les palais en feu, c'est déjà cette belle vision, cette texture, cette façon d'être présenté, l'ambiance qui règne autour, la musique, la vibration, l'énergie. Et tout ça, c'est l'art, c'est de l'art. C'est pour ça que l'art culinaire, c'est... Voilà. Après, voilà, dans l'art, il y a aussi ces voyages. Parce que quand on parle je sais pas, d'un plat, on voit des plats qui ont voyagé depuis des siècles. Et, je sais pas, c'est un plat qui a été revisité chez les Indiens, qui est parti pendant qu'on est parti chercher les épices, les voyages de Vasco da Gama, les voyages de Magellan. Tout ça, tu vois, ça fait partie de cette histoire. En fait, à la table, tu ne vas pas avoir qui est la nourriture. Tu as une histoire d'un peuple, tu as une vision d'un peuple, tu as des fois même des plats fastueux qui ont été créés sur des coups de tête. Il y a des cuisiniers qui ont claqué. Par exemple, là, ce qui me revient tout de suite, par exemple, il y a un cocktail qu'on appelle la Blood Mary. Et beaucoup de gens, ils boivent la Blood Mary. Mais la Blood Mary, elle était inventée à Paris. Et si je te demandais le mot cuisine en général et le comparer avec le mot sublime, qu'est-ce que ça te parle? Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que la cuisine, elle est là pour sublimer, je pense, les aliments. Quand on cuisine, on veut exalter les papilles, on veut que les gens se sentent en allégresse. Et je pense que, voilà, quand on parle de ce sublime, les Italiens qui aiment bien trop en faire des tonnes, ben laissez, bon, c'est quelque chose, voilà, on est sur quelque chose de grand. Parce qu'on se dépasse. Quand on se dépasse, on doit faire des choses sublimes. Et ça, quand on voit des tableaux, un beau tableau, la première chose qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Il y a des scènes, comme par exemple, je ne sais pas si vous aimez bien la peinture, comme je le disais. Par exemple, il faut regarder les déjeuners des canotiers. Ça, c'est Renoir. Ça, on est sur la peinture française. On connaît les grands maîtres Renoir. Sur le bord de la Seine, c'est des scènes où on te montre les gens qui mangeaient, qui venaient prendre leur déjeuner. Ça, c'est une scène qui est restée dans les annales. Tu sais que la scène en question que tu parles, déjeuner sur l'herbe, et si je me rappelle bien, c'était Noir qui l'a fait. Et puis, il y a son fils qui est cinéaste, qui a fait aussi le film Déjeuner sur l'herbe. Voilà, vous voyez comment ça se complète. Là, on va d'un art à l'autre, du tableau au cinéma. Quand on va au cinéma, ça, on risque de dormir parce que le cinéma, l'aile, la cuisse, des finesses, c'est un grand art. C'est pas que ça. Je vous en citerai plein. Il y a à vif aujourd'hui, voilà, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui et ils sont sur Ratatouille. Ok, chacun sa période. Mais la cuisine, elle a toujours été, on la connaît bien. Les spaghettis, voilà, qui ont pris, les vieux westerns qui ont pris leur prénom grâce à la cuisine. En fait, les spaghettis, c'est des westerns italiens. Oui, ben oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, quand on te dit que ton film, c'est un navet. La cuisine, en fait, et les cinémas, ils ont une grande confiance, mais il y a des désamours entre la cuisine. Par exemple, si un film n'a pas marché, on l'appelle les navets. Vous connaissez les navets? Les navets, beaucoup de cuisiniers, ils n'aiment pas cuisiner les navets. Je suis désolé, mais c'est vrai que dans un bon pot au feu, s'il n'y a pas de navet, je ne sais pas, on fait quoi? Donc à un moment donné, voilà, vous allez comprendre que la cuisine et le cinéma et l'art, c'est pas que ça, et la musique. Oh là là, quand tu écoutes de musique, le café, quand tu écoutes Joe Dassin qui te chante pain au chocolat, je sais pas. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé entre la cuisine. De toute façon, un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, souvent voilà, les gens ils chantent en fonction de ce qui les fait plaisir. Et la cuisine, elle est partout. Elle est partout dans tous les arts. Et tous les grands artistes, ils ont passé leur moment. Aujourd'hui, si tu vas même dans, j'ai oublié, ça c'est un tableau qui me va trop à cœur, c'est le tableau de Frida Kahlo au Mexique.
la femme de Diego Rivera, un grand peintre mexicain. Quand tu regardes la scène des cuisines, la scène de repas qui est la peint, voilà, un grand merveille. Donc vraiment, la cuisine, elle est au centre. Je ne sais pas si c'est l'art, on parle de l'art culinaire. Je préfère que la cuisine soit un art, que l'art soit une cuisine, parce que l'art est partout dans la cuisine. Ah, il faut que la cuisine soit de l'art ou l'art soit la cuisine. C'est la cuisine qui est un art, parce que dans l'art, on a beaucoup de choses. Mais l'art est partout dans la cuisine. Tous les arts, je parle de tous les beaux-arts. Voilà. Oui, en parlant de ça, tu me fais penser aussi au voyage et mémoire. Voilà. Voilà, et si je te propose de développer ce sujet, qu'est-ce que tu veux me dire quand tu m'envoies le message? Comme je le disais, voilà, donc dans le voyage, en fait, aujourd'hui, la cuisine, elle est sur plusieurs tables. Il y a des plats qu'on retrouve en France, mais ces plats-là, ils ont fait un long voyage. Des masala, par exemple, c'est des plats qui ont été amenés des Landes. Tous ces plats-là, ils nous racontent une certaine histoire. Ils nous parlent des fois des périodes fastes ou des périodes où ces royaumes ou ces pays-là, ils étaient au top, au sommet de leur technologie. Et tout ça, on les retrouve dans des cuisines, dans des plats. Et ça raconte aussi les passages de certains êtres ici sur Terre, comme c'est une mémoire. Et moi, voilà, en parlant des cuisines, par exemple, j'ai pas mal d'anecdotes à raconter. Par exemple, vous connaissez bien les Cajuns, qui sont des Français de la Nouvelle-Orléans. Si vous allez, par exemple, chez les Cajuns aujourd'hui, voilà, à la Nouvelle-Orléans, vous allez voir la cuisine, elle est typiquement française. Vous allez croiser des gens qui parlent à peu près français. À Lafayette, si vous allez à Fayetteville, vous allez voir des gens qui mangent des baguettes. Et vous savez bien déjà l'histoire de la baguette, c'est une histoire de la Révolution française à l'époque, parce que voilà, les peuples venaient de se rebeller, et voilà. Et comme ce qu'ils ont gagné comme droit, les peuples devaient avoir du pain. Et on a fait un pain qui devrait être mangé par tous les paysans. C'est-à-dire, chaque Français avait droit à manger les mêmes pains. Et c'est ça qu'on appelait les pains de l'égalité. Et puis à un moment donné, ils ont pensé à faire à la texture. Pourquoi? Parce qu'il y avait des militaires qui devraient aller à la guerre, déjà pour la forme. Il fallait qu'il ait une forme effilée, parce qu'avant la baguette, elle n'était pas effilée. Du coup, allez, ils ont fait les pains effilés que les militaires pouvaient porter dans leurs poches. Et puis à un moment donné, il y avait des gens qui travaillaient sur le chantier. Ils ont pensé à faire un pain qu'on devrait couper sans couteau. Donc on pourrait le déchirer à la main. Et c'est comme ça que la baguette a eu cette texture que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a tout cet tas de choses qui rentrent. C'est toute une histoire. Et à part ça aussi, c'est aussi pour aussi que ce soit pratique. Et là, voilà, ça n'allait pas tarder. J'aimerais bien aussi faire un petit point sur voilà, Hemingway. Vous aimez tous Ernest Hemingway, un grand écrivain des années 1900. Vous savez bien que sa compagne Mary, grâce à elle, aujourd'hui beaucoup de gens ils vont à Paris, c'est un cocktail qui a été créé à Paris, ils boivent de la Blood Mary, mais beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine de la Blood Mary. En fait, c'est l'occasion de savoir. En fait, Madame Hemingway, donc Madame Mary, elle avait un problème. À chaque fois qu'ils passaient une soirée, parce qu'ils étaient, tous les deux, ils étaient de grands amoureux des alcools, des cocktails, et les lendemains matin, la dame, elle avait des remontances. Remontances, c'est-à-dire, voilà, schlinguer de la bouche. Et à un moment, Hemingway a demandé au barman de trouver quelque chose qui pourrait, voilà, alléger les odeurs le matin de Madame Hemingway. Et là, il y a un barman de génie qui a pris un peu de vodka, un peu de jus de tomate, un petit peu des épices. Tiens, elle est née la Blood Mary. Et là, ça va faire, depuis 1901. Tout le monde boit la Blood Mary. Donc, il faut comprendre un peu tout ça, toutes ces anecdotes qui vont avec la cuisine. En fait, si on va chercher des histoires, il y en a plein. Il y en a à dormir debout. En fait, la cuisine, elle s'inspire de plein de choses.
Là, quand je parlais du cocktail, voilà, ça fait partie de la cuisine parce que c'est les bars, c'est les boissons, ça fait partie. Ouais. Parce que là, tu me fais voyager, Pascal. Oui. J'aimerais bien que cette fois-ci, tu me parles de la conscience et de l'invisible. Oui. Si tu veux précisément, tu peux aborder de ce qui est énergétique, de ce qui est présence, état de la cuisine et philosophie de la cuisine. Tout bêtement, parlez-moi. En fait, essaie d'être le maître penseur de la cuisine et de la vie de tous les jours. Au fait, c'est ça ce que je disais. En fait, pour faire la cuisine, en fait, là, la cuisine, elle est vécue comme une pensée et puis comme une vision. Et moi, quand je parle de cuisine, à un moment donné, le cuisinier, il se met à la place d'un maître penseur. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi son attitude vis-à-vis du plat ou de ce qu'il veut préparer? C'est là où, des fois, on demande d'être attentif. Donc, il y a l'attention qui compte déjà. Et l'attention, elle ne peut pas être là s'il n'y a pas une intention. Parce qu'à chaque fois qu'on crée, on veut créer quelque chose. On a une vision, on veut à quoi on veut arriver. Et l'intention demande aussi l'apport de l'esprit. Et l'esprit, il est très important. Il faut être saint d'esprit, savoir qu'est-ce qu'il fait, à quoi on va arriver. Et c'est là où la science va être un outil. Et dans ce cheminement-là, moi, je pense qu'un bon cuisinier, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Être conscient, ça passe par la discipline, ça passe aussi par les respects de son art. Parce qu'une fois qu'on respecte son art, on arrive aussi à respecter la personne avec laquelle on partage cet art-là. Je parle du client ou de la personne qui va manger. Et à ces moments-là, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui doit se créer. Il y a donc la personne qui a déjà l'amour de sa passion, donc amoureux de sa passion, amoureux des gens qui suivent la passion, qui sont ses clients ou la famille qui mange à table. Et à ces moments-là, il y a l'intention qui compte. Qu'est-ce qu'on envoie? Quelles ondes on envoie dans sa cuisine? Parce qu'on veut avoir un certain résultat, on veut à ce que les gens se régalent. Et ça sort de la conception matérielle que nous avons, de savoir qu'on va cuire à 25 degrés, avoir un truc doré, etc. Non. À un moment donné, il y a l'esprit qui agit, et ça, c'est immatériel. On est sur quelque chose d'irrationnel, certes, ce que je dis, parce que voilà, comme je disais la dernière fois dans mon ancien podcast, qu'à un moment donné, on arrive à parler aux carottes. C'est pas un langage, je sais pas quel langage vous dire que j'utilise pour parler. C'est parce qu'on envoie nos ondes, on envoie des ondes positives dans ce que nous faisons. À un moment donné, on est là pour apporter la joie, mais pour apporter la joie, on accompagne avec tous nos chakras, avec toutes nos énergies, tout ce que nous faisons. Et à ces moments-là, on est à la recherche de quelque chose. Par exemple, beaucoup de gens, ils viennent vers moi avec l'expérience pour me dire qu'ils ne sont pas bien. À un moment donné, ils ne sont pas équilibrés, ils ont un déséquilibre, je ne sais pas, d'énergie. Par exemple, voilà, en tant que cuisinier, mais aussi en tant que quelqu'un qui a pris le temps de faire un peu de recherche. Par exemple, il y a des fleurs de bac, que vous connaissez en tout ce qui est huile essentielle ou élixirs floraux. Nous savons bien que ces fleurs-là, ils ont cette tendance-là à aider, à calmer les humeurs. Il y a certains aussi qui stimulent. Il y a la gnoli, il y a la rescue pour ceux qui sont perturbés pour essayer de calmer. Et tout ça, ça demande un peu de prendre le temps. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas que cuisiner. À un moment donné, il faut prendre un peu du recul, méditer, essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre un peu son fonctionnement, comprendre ce qu'on a envie de donner. Et c'est là où on peut donner paisiblement. Pascal, on est presque vers la fin de cet épisode. Dis-moi, pour toi, c'est quoi la cuisine d'aujourd'hui? C'est quoi la cuisine du futur? Essayons de voir la cuisine comme langage universel. Et pour toi, c'est quoi? D'où va la cuisine? En fait, pour moi, la cuisine, c'est une trace de notre existence, de notre passage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la cuisine, pour moi, ça ne va plus rester que juste un art.
moi je pense que c'est une grande valeur qu'on doit transmettre. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'implore et j'incite à tous les jeunes qui sont passionnés par cette passion-là, de comprendre que certes on a besoin de la technologie. Je suis un grand féru j'aime bien la science. J'aimerais bien avoir de marmites qui font induction, qui font ceci ou quoi, mais il ne faut pas oublier la base de la chose. Il faut goûter déjà, il faut bien avoir le goût, avoir le palais qui arrive à détecter les substances, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et tout ça passe par les reculs. Et surtout, il faut apprendre par soi-même. Je pense que la meilleure école, c'est quand on prend la chose, on l'assimile, on prend le temps de bien digérer, de comprendre les pourquoi, du comment. Et là, on peut donner quelque chose de positif. Et je pense qu'aujourd'hui, la cuisine, c'est une des sciences qui peut aujourd'hui montrer qu'on a existé sur cette planète et qu'on a essayé de faire quelque chose de bien. Parce que par la cuisine, on a envie de soigner, on a envie d'apporter des bonheurs, on a envie de gâter les gens. Et je pense qu'un bon cuisinier doit être conscient des responsabilités qu'il a. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie, Pascal. Et si tu as quelque chose à ajouter pour cette longue chevauchement des idées qu'on vient de traverser, c'est ton temps. Dis-le ce qui est au fond de ton cœur. En tout cas, avec toute humilité, je suis content d'avoir partagé ce que je pensais et je pense n'avoir rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, voilà, vous pouvez toujours nous le rappeler. Moi, je pense que, voilà, dans tout ce que j'ai dit, je pense que je suis sur une transmission et je pense que c'est important que ces documents, pour tous ceux qui vont voir ces documents, puissent comprendre que quand on a envie de transmettre quelque chose, c'est pas parce que j'ai envie d'apprendre aux gens quelque chose. J'aimerais que juste ça soit un appel à la recherche. Tout ce que je veux, c'est qu'on essaie de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent et qui maîtrisent mieux et qui comprennent mieux que moi, qui sont ailleurs. Peut-être il manquait ces petits déclics de comprendre que juste, il fallait peut-être voir sa cuisine sous un autre angle, sous un angle philosophique, sous un angle artistique ou bien sous un angle ésotérique, parce que voilà, on va pas, ou spirituel, comme je le disais. Et puis après, aussi essayer d'avoir un cheminement, de faire un fil rouge, comprendre les chemins qu'ils ont parcourus pour arriver à comprendre ou à gérer certains éléments qui font à ce qu'aujourd'hui ce qu'ils font est bien. Et quand on arrive à faire ces conclusions-là, il faut les partager, parce que je pense que le partage, c'est la base de la cuisine. Merci. Merci Pascal. Ce que je cuisine, ce n'est pas seulement un plat, mais c'est une vision. C'est important le feu, attention. Je n'ai pas minimisé ce qu'il a dit, mais j'ai dit, tout est indispensable, certes, tout est important, et je n'ai pas dit que le sel n'est pas important, il ne faut pas mal me comprendre. Mais moi, ce que je disais, c'est l'esprit du cuisinier. C'est pour ça qu'il faut que le cuisinier soit quelqu'un qui a envie de faire plaisir et de faire quelque chose de bien. Et c'est comme ça qu'on y arrive.